Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là et de retrouver cette salle nous fait bien plaisir. Merci Atik Raimi d'être avec nous pour cette 20e rencontre. Vous êtes le 30e à peu près écrivain reçu dans cette... Je viens de loin, j'écris en français. Ces rencontres ont pour but de mettre en scène, d'interroger des auteurs qui ont un parcours avec l'écriture française qui n'est pas forcément un parcours rectiligne. Nous avons reçu des auteurs qui venaient de très loin, certains de très près, certains étaient nés à quelques rues, mais avaient une famille qui venait d'un peu plus loin. Ces rencontres organisées à l'Alliance française de Paris le sont avec la Fondation Alliance française et avec le soutien de l'Institut français. La prochaine d'entre elles aura lieu à la rentrée, ça sera en septembre. Pour l'instant, nous clôturons la saison avec vous. Peut-être deux mots pour vous présenter. Vous êtes né en 1962 à Kaboul. Vous avez fréquenté le lycée franco-afghan, ce qui explique peut-être la suite du parcours. Vous avez fait des études de lettres à Kaboul. Votre mère était institutrice. Votre père a occupé des fonctions de gouverneur, de juge d'instruction, connu la prison. Votre pays a connu ce que, hélas, nous connaissons tous, l'invasion soviétique en 79. Vous êtes à ce moment-là, en 1984, réfugié dans un premier temps au Pakistan, puis vous avez demandé l'asile politique à la France, et vous êtes en France depuis cette date. Vous y avez poursuivi des études littéraires et dans l'audiovisuel, et à partir de ce moment-là, vous apparaissez sur la scène française, quelques 15 ans après, en l'an 2000, avec un premier livre traduit du persan, votre langue, Terre et cendres, suivi quelque temps après d'un autre livre, Les 1000 maisons du rêve et de la terreur, on est là en 2002, et puis Le Retour imaginaire, troisième et dernier livre traduit du persan, traduit par Sabrina Nouri. Et puis, quelques années passent, on arrive en 2008, et vous publiez votre premier livre en français, vous changez de langue. Le livre s'appelle Singé Sabour, il porte un titre persan, cela signifie pierre de patience, et ce livre obtient le prix Goncourt. À peine arrivé dans la langue française, que vous obtenez le prix le plus important que tous les écrivains rêvent d'obtenir. Vous avez poursuivi depuis votre carrière. Les titres suivants, Maudit soit Dostoïevski, on en parlera, La balade du calame, on est en 2015, et puis plus proche de nous, Les porteurs d'eau, 2019, et puis tout récemment, un petit livre très, très particulier par sa forme, par son contenu, L'invité du miroir. Mais vous ne vous contentez pas de ça, vous êtes aussi cinéaste, vous êtes aussi un homme d'image, vous avez fait des documentaires, nous avons partagé Le pain et le sel, premier documentaire, le deuxième, Afghanistan, un État impossible, il y a un point d'interrogation à la fin du titre. Et puis ensuite, vous avez adapté vos propres livres, Terre et cendres, je l'ai cité, et Singé Sabour, l'adaptation au cinéma. Et puis, tout récemment, alors ce n'est plus un de vos livres, mais le livre de la Rwandaise, Scholastique Mukasonga, que vous adaptez, Notre-Dame du Nil. Mais vous êtes aussi un artiste, un plasticien. Vous avez récemment fait une exposition de vos œuvres de calligraphie, ou plus exactement de callimorphie. Vous nous expliquerez un petit peu de quoi il s'agit. Peut-être ma première question, c'est, j'ai envie de dire, vous et la langue française, vous et la culture française, quelle connaissance et quelle représentation aviez-vous avant votre arrivée en France? Et est-ce que finalement, ces connaissances étaient mythifiées, idéalisées, ou finalement assez justes par rapport à ce que vous avez rencontré lorsque vous êtes arrivé en France? En France. Ah. Merci. Bon. Alors, mon rapport avec la France, évidemment, ça remonte très loin. C'est toujours la faute à quelqu'un. Ou grâce à quelqu'un. Bon, oui. Et mon premier rapport, c'était évidemment l'art, la littérature, le cinéma, et puis surtout le cinéma chez nous. Mais dans notre famille était assez particulier quand même le rapport avec des pays, avec des cultures étrangères. Mon père, il était germanophone, juriste, etc.
ma mère, elle était anglophone, institutrice dans les beaux-arts, etc. Mon frère, lui, était aussi anglophone, mais enfin, il avait étudié au lycée américain. Donc, dans la famille, on était voilà, entre l'anglais et l'allemand. Et mon père, il dit non, voilà, maintenant, quelqu'un doit faire du français. Donc, voilà, moi, j'étais destiné un peu à ça, grâce à mon père, bien sûr. Et mais ce rapport, au début, c'était très étrange, très particulier. Parce que je suis entré au lycée franco-afghan. Ce n'était pas le lycée français comme ça existe en Iran ou dans pas mal d'autres pays, mais c'était le lycée franco-afghan, c'est-à-dire d'abord, on apprenait le français à partir de 6e, pas avant. Et donc, pour cela, il fallait se préparer pour le concours d'entrée au lycée. Comme c'était un lycée assez important dans le pays, donc non seulement il fallait avoir des bonnes notes, un bon élève, mais il fallait passer aussi un concours. Donc, je me préparais pour ça, et malheureusement, à cette date-là, il y a eu le coup d'État en 73, que le cousin du roi avait renversé la monarchie, et mon père, royaliste, a été arrêté à ce moment-là. Donc, voilà, mon entrée au lycée français commençait avec cet événement néfaste. Donc, c'est vrai que ça avait beaucoup joué sur mon rapport avec la société et avec les autres quand même. Dans un pays comme Afghanistan, vous savez, dès que le père est en prison, donc on a un autre regard sur vous. Hein. Même si c'était politique, etc., mais quand même. Et puis ma mère, qui était institutrice, qui avait tout laissé tomber pour nous, donc elle aussi, donc elle devait faire face à ça, à l'absence de son homme, de son mari, etc. Donc, voilà. Mais c'est vrai que cet espace de lycée, pour moi, c'était c'était à chaque fois, tous les matins, un petit voyage ailleurs. Et d'ailleurs, la première phrase en français que j'ai apprise, c'était « Voilà Alice, elle dort ». Voilà, c'était la première phrase que j'ai apprise. D'ailleurs, c'est pourquoi par la suite, j'ai appelé ma fille Alice. Donc, c'était un peu pour rendre hommage à cette langue, peut-être, et à cette culture, et puis à la littérature aussi. Et plus tard, lorsque adolescent, vous avez vos premiers choix personnels, je ne parle pas du programme scolaire, mais vous allez lire quels autres auteurs et vous allez voir quels films, par exemple. Alors, oui. Alors, pour les films, c'était, je me rappelle, le premier film que j'avais vu, c'était le film Le Cercle Rouge de Melville, enfin, le film français. Donc, et puis l'autre, Samouraï aussi, donc, traduit, enfin, doublé par les Iraniens à l'époque. Donc, c'est vrai que déjà, j'ai commencé à aller au cinéma que pour voir les films western. Et puis, Jean-Pierre Melville aussi, bon, enfin, à l'époque, je ne connaissais pas le réalisateur par son nom, et quoi que ce soit. Donc, peut-être Alain Delon. Voilà, Alain Delon, oui. Alors, comme dans tous ces pays-là, Alain Delon, c'était quand même une figure. Donc, oui, et puis son chapeau, etc. D'où, voilà, Borsalino les porte toujours. Et oui. Et en littérature En littérature, c'était alors mon père, quand il était en prison, il lisait Les Misérables de Victor Hugo, traduit merveilleusement bien par les Iraniens, pareil. Et un jour, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. Il me l'avait donné. Il dit, lis ça. Évidemment, c'était merveilleux. C'était mon premier roman, si grand. Ouais. J'étais fasciné notamment par
ce passage sur les égouts de Paris. Évidemment, en dehors de toutes les autres thématiques assez importantes dans ce livre, mais c'était ça, je dis, la littérature quand même, c'est quelque chose. Pour 45 pages, rien que sur ça. C'est-à-dire entrer dans les entrailles d'une ville et par là découvrir la trajectoire d'un héros comme Jean Valjean, qui est le héros de mon père aussi, etc. Donc voilà, c'était tout ça qui m'a rapproché de la littérature et de la culture française, bien sûr. Et plus tard, ensuite, mon père, quand il est sorti, il est parti vivre en Inde. Et quelques années plus tard, moi aussi, j'avais 2 ans, 3 ans après de sa sortie, donc j'avais 16 ans, à peu près, 16 ans. Je suis allé en Inde et j'ai vécu 2 ans avec lui. Donc, pendant ces deux années en Inde, évidemment, j'étais très, très loin de la culture et de la langue française. Oui. Donc, voilà. Et ça, c'était une autre étape dans ma vie. Donc, connaître une autre culture, une autre religion, une autre manière de penser, une autre manière d'être, tout simplement. Donc, et puis, 2 ans après, je suis retourné en Afghanistan et je refais ma vie, bien sûr, autrement. Et là, l'Inde aussi, ça m'a rapproché aussi de la culture française, j'ai l'impression, parce que là-bas, j'allais souvent à l'Alliance française de Delhi voir des films français. Voilà. Vous avez des souvenirs? Ah bah oui, enfin, à l'époque, quand j'étais là-bas, c'était les 2 films d'Alain Coron, La Menace, et le deuxième policier qui était Police Python, et quelques, avec un chiffre. Voilà, c'était... Et je reviens à ma question de tout à l'heure. Lorsque vous êtes arrivé cette fois en France, bon, j'imagine que vos lectures, le cinéma, vous avez façonné une certaine idée de Paris, de la France. Est-ce que la réalité était en accord avec cette... Pour arriver en France, c'était quelque chose. Enfin, évidemment, pas voulu, parce qu'à l'époque, les Afghans étaient reçus comme des princes un peu partout. La guerre froide exigeait. Voilà, c'était pas, on n'était pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, bien sûr. Et quand je suis arrivé ici en France, la première chose que j'ai vue déjà à l'aéroport de Paris, c'était les livres de Duras, L'Amant, le prix Goncourt. Donc, je connaissais Duras justement grâce au film Hiroshima, mon amour. Et encore, le scénario de ce livre a été traduit en Iran et publié. Et je l'avais lu, évidemment, en persan, le scénario. Et cette écriture, ce monde, cet univers, avait beaucoup influencé, bien sûr. Et ici, d'un seul coup, voilà, ça y est, Duras partout. Et d'ailleurs, le premier livre que j'ai acheté ici en France, c'était L'Amant du Duras. Ça coûtait 47 francs. Et à côté, je devais acheter aussi le Petit Robert. Et voilà, c'était un grand investissement à cette époque, bien sûr. Et après, quand je suis arrivé, je ne suis pas allé dans un centre d'apprentissage français comme ça, comme l'Alliance française ou autre chose. Je voulais apprendre absolument à travers la littérature française. Donc, je me suis inscrit directement à l'université comme auditeur libre à la fac des lettres de Rouen, en Normandie. Mais avant d'aller au Rouen, donc évidemment, ici, à l'époque, on nous accueillait dans un... on était accueillis dans des centres
des réfugiés. Et quand je suis arrivé ici, j'étais à Puteaux, et on m'avait demandé où est-ce que je voulais aller. Donc, ici en France, on avait même le droit de choisir. Hein. J'avais demandé un village calme, sans bruit. Donc, on m'a envoyé dans un village qui s'appelle Gaillon. C'est entre Paris et Vernon. Enfin, pourquoi je vous raconte ça? On reviendra plus tard. Donc, voilà, c'est là-bas, pendant 8 mois, je lisais que l'amant du Duras. Ben, j'ai gardé toujours cet exemplaire avec. Il y a plus de notes dans les marges que le texte même. Donc, c'était voilà, c'était mon manuel du français, de la langue française. La suite, on va faire un grand pas dans le temps. On va laisser les 3 livres publiés qui sont des traductions pour arriver. On est à l'Alliance française. On va parler des choses qui sont écrites en français. Ce passage à la langue française avec Singué Sabour. Singué Sabour dit, nous sommes en Afghanistan. Une femme est au chevet de son mari mourant. Elle se livre, elle se confie. Elle raconte ce qu'a été sa vie dans ce qu'elle a de plus intime. Ce qui vous a fait écrire en français, c'est quoi? C'est une volonté d'utiliser finalement la langue qui vous est devenue la langue environnante, qui vous est devenue familière. C'est l'impossibilité de dire un certain nombre de choses dans une autre langue. C'est rompre d'une certaine façon avec le passé. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Est-ce que vous aviez commencé à écrire en persan ce livre? En persan, non. La première phrase était sortie en français. En plus, une phrase très banale, très simple. La chambre est petite. Voilà. Mais il y avait quelque chose dans cette phrase qui m'intriguait. D'abord, l'usage de l'article déterminé, la chambre est petite. Parce que quand on commence un livre, bien sûr, il faut créer tout un monde et puis... comme si mon lecteur connaissait de quoi je parle, de cette chambre. Et ça m'avait beaucoup intrigué. Pourquoi c'est ça? Pourquoi cette... Et ensuite, j'ai continué, j'essayais de décrire en persan, mais j'étais incapable. Je vous avoue une chose. À chaque fois qu'on me pose cette question, depuis la sortie de Singué Sabour, à chaque fois, j'essaye de justifier, en effet, pourquoi j'écris en français. Et à chaque fois, je donne une raison. Et ce soir, c'est laquelle? Non, ce soir, on va faire une sorte de, bon voilà, étape par étape. D'accord. Donc, première chose, c'était ça. C'était la première phrase. En français. Ensuite, quand j'ai continué, pour savoir pourquoi j'étais incapable d'écrire ça en persan, j'ai vu que non. Ce dispositif narratif que j'ai choisi et puis ce refus de nommer les personnages, etc., ma langue d'origine ne me permettait pas. Parce qu'en persan, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas féminin, masculin, c'est l'égalité parfaite. Donc, alors que la langue française me permettait de parler de il ou de elle. Donc, il y avait déjà une certaine distinction. Et ça c'était voilà, purement, vous voyez, textuel et linguistique. Puis, bien sûr, autant j'avançais dans l'écriture, je voyais que les mots un peu crus sortaient sans grande gêne. Alors que dans ma langue, à chaque fois quand j'écrivais, quand j'essayais de parler de sexualité ou de désir, ou beaucoup de choses comme ça qui sont des tabous dans ma langue maternelle, je ne pouvais pas l'écrire, bien sûr. Et là, la langue française m'a permis, bizarrement, comme ça. Et j'ai continué, donc, cette liberté que me donnait la langue française, donc ça m'a encore guidé dans cette écriture en français, bien sûr.
Et puis, bon, alors évidemment, il y a tant d'autres raisons, mais là, je vous avoue que c'est... Oui, mais pourquoi je suis pas capable d'écrire tout ça dans ma langue maternelle? Non seulement parce que la langue maternelle, rien que de par son appellation, la langue maternelle, évidemment, crée une sorte de tabou, en ce qui, pour moi, en tout cas. Même dans d'autres langues, je crois, même en français, quand tu écris qui transgressent certaines choses, certaines morses, etc., ça crée une sorte de scandale, bien sûr. Et dans ma langue, oui, c'est encore pire, je crois. Mais en dehors de ça, c'est que, comme je viens de vous dire, j'ai appris le français le moment où mon père était absent. J'étais auprès de ma mère, bien sûr, et ma sœur aînée, et en même temps, j'entrais dans un âge de puberté. Donc, dans un âge de fantasme. Et je fréquentais justement un lycée d'un pays, donc où la liberté, évidemment, était les mondes de sa culture, bien sûr. Et puis là-bas, les magazines qu'on regardait, les journaux, etc., évidemment, on voyait cette liberté, aussi bien liberté de penser que de parler de désir et de la sexualité, sans tabou, d'une certaine manière. Donc, c'est peut-être ça aussi était quelque part, au fond de moi, dans mon inconscience, c'est-à-dire un lien entre la langue française et mes fantasmes. Vous avez dit quelques années plus tard, et j'aimerais bien que vous me fassiez une petite explication de texte, vous dites, dans ma langue maternelle, je suis un auteur, en français, je suis un écrivain. J'ai lu ça quelque part. Oui. Bon, vous pouvez m'expliquer un petit peu là. Oui. Alors la phrase suivante, c'est, vous dites, l'écrivain cherche ses mots, l'auteur est cherché par les mots. Oui. C'est une indication. Maintenant, à vous d'expliquer la suite. Merci, parce que sinon j'avais oublié. J'allais donner une autre explication, bien sûr. Dommage, peut-être. Mais je reviens. Oui. Écoutez, c'est vrai que même quand j'ai commencé à écrire la première, le Terre et Cendre, bon, je l'écris presque 10 ans après mon exil ici en France. Pendant ces 10 ans, j'avais pris de distance par rapport à ma culture, par rapport à ma langue aussi. Donc, j'étudiais que le français et vraiment, j'avais très peu de rapport aussi avec les Afghans et avec la langue afghane, bien sûr. Donc, même à ce moment-là, quand j'écrivais, les mots venaient d'une certaine manière de mon inconscience. Hein, quand j'écris Terre et Cendre. Mais quand même, j'étais obligé de l'adapter à mon écriture, cette langue. Et mon écriture était trop influencée par la langue française, bien sûr, notamment par la rhétorique de la langue française. Donc, je parlais, évidemment, grammaticalement parlant, tout ça, en persan, mais ma manière d'écrire était très différente par rapport aux autres Afghans aussi. Et même cela m'intriguait, bien sûr. Et c'était inconscient. Vous voyez, c'était des mots, comme disait Duras, c'était les mots en persan qui m'attaquaient. Mais à un moment donné, justement, c'était après le retour imaginaire, et puis quand j'avais, à vrai dire, quand j'avais commencé à écrire
avant Sanguet-Sabour, Moody soit Dostoïevski en persan. Et que le premier jet, je l'avais envoyé à ma traductrice, à Sabrina Nouri. Et là, j'étais aperçu que j'avais perdu ce que j'appelle l'innocence de l'écriture. Et vous la retrouviez en français? Bah, bien sûr, parce que, vous voyez, quand j'ai commencé à écrire en français, comme si c'était la première fois que j'écrivais, d'une certaine manière, je me reliais avec cette innocence de l'écriture du début. Ce qui est plus vous. Et cette innocence perdue, ça signifie qu'aujourd'hui, vous n'écrivez plus en persan ou... Là, je vous avoue que enfin, c'est très compliqué pour moi. J'écris en français, mais avec la rhétorique de ma langue persane. De la même manière, quand j'écris en persan, j'utilise la rhétorique de la langue française. Donc, je suis un peu perdu entre les deux. Comment la langue persane interfère dans votre français? Je ne parle pas des mots que vous laissez ça et là dans le... Est-ce que sur la structure, est-ce que sur le rythme, la langue persane... Bah, forcément... Nous, on sent quelque chose qui est derrière, mais on est incapable... Oui, je crois que oui, plutôt c'est le rythme. C'est le rythme qui change énormément. D'ailleurs, oui, quand je parle, je n'ai pas le même rythme qu'un français. Enfin, voilà, et dans l'écriture, encore pire. Donc... à vrai dire, je ne suis pas bien placé pour en parler comme ça, donc sur le rythme, sur... Est-ce que, par exemple, la langue française vous permet de jouer sur les mots? Je prends un exemple. Dans votre dernier livre, il est question du Rwanda, il est question de l'Afrique. Vous parlez à un moment du lac Kivu. Le lac Kivu, ça s'écrit K-I-V-U, mais ça se prononce Kivu. Oui. Et vous l'écrivez le lac Kivu, V-O-U-E, c'est-à-dire le verbe vouer. Oui. Vous jouez sur les mots. C'est une chose possible, ça, en persan, par exemple? Ah oui, énormément. Je crois que cette obsession de jouer avec les mots vient justement de ma langue maternelle. Aussi, mes amis iraniens ici présents, donc ils savent que dans notre poésie, aussi, tous les grands poètes, ils jouent qu'avec les mots. Donc, bien sûr. Et ça a forcément influencé mon écriture. D'autant plus, oui, quand on est étranger à une langue, on devient très sensible aussi à la sonorité des mots. Et aussi, de temps en temps, on commet des erreurs d'orthographe. Vous n'êtes pas tout seul, là. Grammaticales, etc. Et de temps à autre, on voit que ça donne quand même quelque chose. Il y a une sorte oui, ça crée une sorte de mot d'esprit, quoi. Et ça m'amuse, en effet. Et de temps en temps, j'en profite dès que je trouve. Et oui, dans tous mes livres, il y a toujours le jeu de mots. En effet, j'aime bien ça. Ça ne change rien. Tout va bien. Par exemple, dans les porteurs d'eau, par exemple, vous voyez, encore, pour Marie-Rouana, ils disent, par exemple, Marie, en français, on dit Marie-Jean. Marie-Jean. Alors, dans notre langue, par exemple, Marie existe, c'est Mori, on dit. Et Jeanne, au lieu de Jeanne, donc, nous avons un mot magnifique qui s'appelle John, ce qui veut dire corps et âme. Corps et âme, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de dichotomie. Donc, et ça aussi, j'ai trouvé ça génial. On m'a appelé ça, enfin, surtout le personnage, qui a, voilà, un amateur. Lui, il dit, voilà, Maury John. Donc, oui, ça me permet, en effet, de voyager aussi avec ces jeux de mots dans les deux langues, dans les deux cultures, dans les deux civilisations, je crois. Un mot toujours sur Sanguet-Sabour, sur l'adaptation au cinéma de ce livre. Quand on adapte soi-même un livre que l'on a écrit, vous êtes relativement peu nombreux, hein, des écrivains qui sont en même temps réalisateurs. Marguerite Duras l'a fait. Bon. C'est plus facile parce que les images sont déjà là, d'une certaine façon, vous les avez déjà présentes
en tête. J'aimerais bien que vous nous disiez ça, si c'est... Voyons, on entre dans la cuisine. Ouais, 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 Oui, volontiers. oui, volontiers. Bah, écoutez, c'est vrai que enfin, la première fois, c'était le cas avec Terre et Cendre. Ouais. Moi, et justement, c'était toujours quand j'écris, les amis, les gens, ils me disent oui, que j'ai une écriture très cinématographique. Oui. Alors que quand je fais du film, on me dit le contraire, il dit ah, c'est un film très littéraire. Bon, c'est bien, j'assume, et ça m'enchante. Et donc, oui, forcément, mes études cinématographiques ont forcément influencé mon écriture romanesque. Mais par contre, à chaque fois quand j'essaie de m'adapter, je suis obligé de faire appel à quelqu'un d'autre pour me mettre en distance par rapport à mon récit, par rapport à mes mots. Et pour révéler quand même une autre dimension de mon texte. Une autre dimension que je n'avais pas vue. Vous voyez, parce que quand on écrit, évidemment, la plupart du temps, on écrit avec notre inconscience. Les mots sortent, je ne sais pas d'où. Vous voyez, c'est quand même parce que notre matière avec laquelle on écrit, ce sont des mots, la langue. Et cette langue avec laquelle on est né, on a grandi, ou ces mots-là qui sont entrés au fond de nous, dans notre inconscience, bien sûr, ça sort d'une manière très mystérieuse. Et lorsqu'on commence à adapter ça, évidemment, on est obligé d'entrer au très fond de nous-mêmes. Et ça fait peur. Donc moi-même, je suis incapable. Donc, je fais appel à quelqu'un d'autre. Là, c'était un grand... pour Terre et Cendre, c'était un grand scénariste iranien, Feu Kambousia Partevi, qui est décédé pour très peu de temps. Et puis, le deuxième, c'était aussi avec Feu Jean-Claude Carrière, aussi, qui était parti. Donc, ces deux, ils m'ont permis quand même de prendre une certaine distance avec mes mots. Ils m'ont permis de voir ce que mes mots cachaient, ce que le blanc entre les mots cachait, ce que mes personnages cachaient, ce que moi-même je cachais au fond de moi-même. Vous voyez? Donc, pourquoi ça? Parce que lorsqu'on écrit un scénario, déjà avec un scénariste, il vous pose tant de questions sur tout, sur les détails, sur les personnages, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait... Donc, on essaye de justifier justement tout ça, ou donner un sens à tout ça. Donc, tout ce qui était dans notre inconscience revient à notre conscience. Et pareil, ensuite, quand on tourne le film, l'actrice vient vous voir, l'acteur vient vous voir, mais pourquoi je dois dire ça? Pourquoi je dois faire ça? Ou le chef opérateur vient vous voir, pourquoi je dois cadrer comme ça, etc. Et en permanence, on est obligé d'expliquer. Se justifier. Se justifier, d'expliquer, de donner, voilà, de donner une direction, un sens à tout ça. Oui. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est un exercice assez compliqué. C'était presque, c'est presque de la schizophrénie. Oui. Oui, mais quand on tourne, on est comme un enfant. Et quand on écrit, on n'est pas un enfant. Ah ben non. Ah non. L'écrit demande toujours. Quand on tourne, on est un enfant gâté. On a face à nos Lego, non, les personnages et tout ça, on crie, on pleure, on rit, puis on partage ses doutes, ses incertitudes avec les autres. Oui, avec les chefs opérateurs, etc. On a un premier assistant sur qui on déverse tous ses coups, ses colères, etc., etc. Donc,
l'ego, cette fois-ci avec un apostrophe. Ouais. Donc, évidemment, il est là. C'est bien pour nous, voilà, tout ça. Mais quand on écrit, on est tout seul. Il n'y a personne autour de vous avec qui vous pouvez partager vos doutes, vos incertitudes. Alors cet ego prend une sacrée gifle. Hein? Et on a besoin aussi de ça, notamment dans l'écriture. Donc de temps en temps, il faut être très modeste quand on écrit, je crois. Il faut être très égoïste quand on fait des films. Alors on va voir du côté de l'écriture, justement. On va feuilleter quelques-uns de vos livres pour donner un aperçu un peu de votre travail à l'écrit et à l'écrit en français. Maudit soit Dostoïevski. Bon, alors, déjà un titre qui m'interpelle un petit peu, pourquoi Dostoïevski tout d'un coup intervient. Et puis on s'aperçoit que dans ce livre, un personnage qui s'appelle Rassoul, qui tue Alice, qui est une usurière, qui plus est Maquerelle, qui exploite une jeune fille qui s'appelle Soufia, qui devient donc prostituée. Alors, quelqu'un qui tue une usurière, Dostoïevski dans le titre, bon, on commence à comprendre Raskolnikov, Rassoul, bon, qui a une certaine parenté. Et puis on suit le livre, on s'aperçoit que le personnage va être condamné, mais il n'est pas condamné pour l'acte qu'il a fait, mais plutôt pour des raisons politiques, parce que son père est communiste, parce qu'il a des livres russes à la maison, et que ça, c'est très grave. Comment est né ce livre, l'idée de ce livre, de ce tramage entre Dostoïevski, vous, et deux histoires parallèles à quelques dizaines d'années d'intervalle et de kilomètres aussi de distance? Ça a commencé, je crois que l'idée de ce livre, c'était en 2002, quand je suis parti en Afghanistan pour faire le film Afghanistan, ou Afghanistan A entre parenthèses, donc, dont le producteur, il y a un ami ici présent, Mahmoud Choklaï, que je salue. Écrivain par ailleurs. Écrivain, poète. Écrivain en français. Réalisateur aussi. Et quand c'était ce voyage, après 18 ans d'exil, je retourne dans le pays. Je vois la ville de Kaboul, ma ville natale, en ruine. Les murs ont pris quand même une hauteur incroyable. Les visages, tous avec une incertitude, avec complètement dévastés. Dans les regards, on sentait mille une histoires. On lisait mille une histoires, etc. Et de l'autre côté, je voyais les moudjahidines, la résistance, mais aussi les communistes qui étaient présents après le 11 septembre, après la chute des talibans. Enfin, la chute, c'est trop dit, mais la chute du gouvernement des talibans. Voilà, c'est plus simple. Donc, je me posais des questions justement sur ça. Donc, après avoir vu cette ville dévastée, après avoir vu tant d'images de la guerre civile, et puis voir aussi tous ces communistes qui étaient là, qui étaient de retour en Afghanistan, etc. Et je voyais que sur aucun visage de ces gens-là, de ces seigneurs de guerre, de ces communistes, de tout ça, de tous ces musulmans, de tous ces intégristes, qui amenaient le pays vers ce désastre, je ne voyais sur leur visage aucun regret, aucun sentiment de culpabilité. Et ça m'avait beaucoup interpellé. Pourquoi on n'a pas ce sens de responsabilité par rapport à ce pays-là? Pourquoi ce manque de culpabilité? Et puis, pourquoi tant de violence qui s'enchaînent? Pourquoi? Et là, j'étais aperçu quand même de deux choses. D'abord, que l'Afghanistan, après la guerre afghano-soviétique, dans laquelle on a perdu presque 1 million de vies, on n'a pas eu le temps,
les Afghans, n'ont pas eu le temps de faire le deuil de ce passé. Et le deuil, après la guerre, pour moi, c'est le procès des criminels de guerre. Tant qu'il n'y a pas de procès de ces criminels, la paix ne vient pas dans un pays. Parce que les procès nous permettent de relire et puis de désigner justement les responsables, etc., etc. Donc, le deuil n'a pas été fait. Et quand on ne fait pas le deuil, on tombe dans la vengeance, automatiquement. Et ce qui s'est passé malheureusement en Afghanistan. Et puis, voilà, ce manque, autre chose, ce manque de culpabilité. Et je voulais travailler sur ce sentiment dans un pays comme l'Afghanistan. Et puis, cette recherche m'a mené vers vers l'islam, vers la conception de l'islam. Et là, j'étais aperçu que non, même en islam, il n'y a pas eu, dans les pays musulmans, il n'y a pas eu un travail sur la culpabilité. Jamais. Et d'ailleurs, dans les trois religions monothéistes, judéo-chrétienne et musulmane, l'islam est le premier qui est libéré, d'une certaine manière, l'homme de sa culpabilité originelle, de sa faute originelle. Donc, Mahomet, quand elle est née, dit, bah, écoutez, si vous êtes né musulman, votre péché originel est pardonné. Donc, on n'a pas le rapport, comme les chrétiens, comme les juifs, avec notre faute. Oui. Et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand on dit que, OK, si je suis né musulman, je suis pardonné. Donc, il ne faut pas que je change de religion. Il faut que je reste dans ma religion. Et deuxième chose, c'est que, OK, si je suis pardonné par Dieu, alors pourquoi je suis encore sur cette terre? Pourquoi je ne suis pas allé directement au paradis? Et là, l'islam dit que oui, vous êtes là pour passer une certaine épreuve ici, afin de garder, de conserver votre innocence. Soit. Et là, évidemment, on fait tout pour garder voilà, entre guillemets, son innocence, c'est-à-dire, d'où je sens le conservatisme qui existe dans l'islam, ça vient aussi de là. C'est-à-dire, la faute n'est pas en moi, la faute n'est pas dans mon système de pensée, la faute n'est pas dans ma religion, la faute vient de l'extérieur, de l'autre, et donc, de nos musulmans. Vous réinterrogez Dostoïevski et la question sur la faute. Et oui, crime et châtiment. Et bon, enfin, déjà, vous voyez, quand on lit, c'est dans Frère Karamazov, il dit que nous sommes tous coupables devant tout, pour tout. Vous voyez. Donc, en effet, Dostoïevski, pour moi, c'est un écrivain qui n'a pas cette culpabilité humaine. Évidemment pas en termes religieux, etc., mais en termes mystiques et philosophiques, bien sûr. Et puis, cela aussi m'a amené vers l'Afghanistan, vers ma culture, et vers cette religion dans laquelle j'étais né, l'islam. Donc, en effet, pourquoi? Pourquoi dans ces pays-là, il n'y a pas ce sentiment? Il n'y a pas un seul essai sur ce sentiment de culpabilité. Donc, voilà. Et le livre, Moudis Dostoïevski, vraiment, c'est une réflexion sur ce sentiment-là. C'est-à-dire, et puis on est coupable, mais pas par rapport à notre responsabilité, à nous, mais par rapport à la responsabilité de notre père, vous voyez, qui était communiste. Voilà. C'est tout. Donc, ou des livres que l'on peut avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Aussi. Voilà, absolument. Vous voyez, c'est deuxième chose, vous voyez, c'est la notion de culpabilité, évidemment, ça nous amène vers cette prise de conscience sur l'individualité. Et quand on n'a pas, il n'y a pas une conscience sur l'individualité, évidemment, toutes les fautes viennent d'une faute collective et une faute qui vient d'ailleurs. L'individu n'est pas coupable.
Deuxième livre, je voudrais qu'on dise un mot. Les porteurs d'eau. Alors, on va ailleurs, mais pas tout à fait non plus. Hein. C'est encore une interrogation. Il y a deux couples. Un couple qui est à Paris, Tom et Rina. Ils ont une fille qui s'appelle Lola. Et Tom va aller du côté d'Amsterdam rejoindre une autre jeune femme qui s'appelle El Nouria. Première histoire. Deuxième histoire, on est à Kaboul. Et là, il y a Youssef. Et lui a un sentiment amoureux vis-à-vis de sa belle-sœur qui s'appelle Shirin. Et le livre commence par un événement factuel très important. On annonce la démolition des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan par les talibans. On est le 11 mars 2001. Deux histoires d'amour, deux quêtes d'identité, et vraiment d'identité, parce qu'à un moment, on s'aperçoit que Tom ne s'appelle pas tout à fait Tom, mais qu'il s'appelle Tamim. Bon. C'est deux voix, deux écritures. Pour certains, à un moment, vous utilisez le tu, à un autre moment, vous utilisez le il. Donc, l'idée de cette double trame, comment est-elle née, là aussi, ces deux couples? Vous en aviez un qui est apparu en premier, l'autre en deuxième. Ils sont venus tous les deux en même temps. Vous vous êtes dit, je vais tramer ces deux histoires. Comment c'est? Là aussi, un peu dans la cuisine, à nouveau. Oui, bah écoutez, là, quand dans mes carnets, j'écris souvent mes idées, et puis je m'aperçois que la première fois que je parlais de porteurs d'eau, c'était en 2003. Évidemment, parce qu'après 2002, j'étais presque tout le temps en Afghanistan, un mois sur deux, j'étais là-bas. Donc, à ce moment-là, mes notes remontent à ce moment-là. Et presque l'histoire de Tom aussi, d'une certaine manière. Ensuite, à l'époque, je ne voyais pas du tout deux histoires dans un même livre. Et d'ailleurs, bon, j'écris en persan au début le livre le porteur d'eau en Afghanistan, et aussi l'histoire de Tom, l'exilé afghan en France. Et après, évidemment, parce que je voulais en faire un film, et j'étais avec justement Mahmoud Chokrolahi, de l'adapter au cinéma. Donc, même un producteur qui voulait qu'on fasse ça, etc. C'est presque un road movie entre Paris et Amsterdam, et l'histoire d'un exilé, etc. Mais le projet est tombé à l'eau, mais l'histoire était toujours, évidemment, aussi en moi et dans l'armoire de mon bureau, bien sûr. Et j'ai continué. Après, j'ai repris ça, c'était en 2016, presque. Oui, 2016. J'écris, et c'est là, dans mes notes, je voyais, ils sortent sur parce qu'à l'époque, je travaillais sur le concept de l'amour. L'amour, c'est l'amour aussi bien dans la pensée occidentale que dans la pensée orientale aussi. Oui, mais toujours, je suis un peu entre ces deux civilisations. Hein. À chaque fois, imagine, je travaille deux fois sur le même thème. À chaque fois, dans ma langue maternelle, dans ma culture, deuxième fois en français. Donc en effet, en travaillant sur ce thème-là, dans les deux cultures, ça m'a amené vers ce livre. Les deux couples. Deux couples. Je dis, voilà, ça serait pas mal. Je développe l'idée, le concept de l'amour dans ces deux cultures, dans ces deux mentalités, dans ces deux langues. Et voir où est-ce que ça m'a amené. Donc, voilà. L'histoire est née comme ça. Au début, j'étais très ambitieux. Peut-être maladroitement, peut-être égoïstement, tout ce qu'on voulait, même
Je me contredis parce que tout à l'heure, je dis en littérature, il faut être modeste. Mais là, il y a quelque chose toujours en nous. Hein. Et, surtout, écrire un livre sous forme d'anagramme. C'est-à-dire raconter deux histoires, enfin, dans deux cultures différentes, dans deux langues différentes, etc., mais avec les mêmes mots. Avec les mêmes mots, mais pas évidemment, pas forcément dans les mêmes ordres, etc. Et avec même nombre de mots, presque. Je suis arrivé presque à 600 pages et l'histoire n'était toujours pas là. Donc, j'ai laissé tomber cette ambition presque vaine, cet exercice de style. Bon, je ne voyais pas grand intérêt. Donc, malgré tout ça, il en reste des traces, mais bon, on s'en fout. Mais c'est plutôt ça. Donc, d'abord, une réflexion sur le concept d'amour chez quelqu'un qui a deux cultures, comme moi. Enfin, évidemment, il y a toujours, même dans ce qu'on écrit, bien sûr. Donc, donc c'était ça d'abord, cette personne cette personne qui est très très bien intégrée dans une autre culture, dans une autre civilisation, dans une autre langue, comment il voit l'amour, quelle est la conception de l'amour, qu'est-ce qu'il a changé en lui. Et pour montrer ce changement, il fallait justement que je voyage vers le passé, voir de quelle culture ce garçon vient-il. D'où l'autre couple. D'où justement l'autre couple, c'est-à-dire ce vrai porteur d'eau à Kaboul, un homme analphabète, qui n'a pas la littérature, voyez, amoureuse, qui n'a pas le concept d'amour. Il a la vie. La vie. Il vit, etc. Et il n'a aucune notion de ce qui c'est l'amour, évidemment, à part ce qu'il a entendu ou voir, ce qu'il a vu dans le cinéma, dans les films indiens, ou ce qu'il a entendu dans les chansons, etc. Mais il n'a jamais vécu ça. Donc, comment lui, il perçoit ça? Et quand on n'a pas de mots pour nommer ce sentiment tellement intime, tellement profond, qu'est-ce qui se passe en nous? C'était ça. Et de l'autre côté, c'est Tom. Voilà. Et d'ailleurs, encore un jeu de mots. C'est Tom, quand on inverse, mot. Ça veut dire mot. Et lui, Tom, il est dans le mot, dans les mots, alors que l'autre, Youssef, il est dans la matière. Il est dans l'eau, la matière. Il est dans la chair, lui. Alors que Tom, non. D'ailleurs, Tom ne voit jamais son amour quand il vient à Amsterdam. Oui? Alors que Youssef, il est toujours près de son amour. Oui? Donc, voilà, c'était une réflexion sur le concept d'amour. Et puis, son rapport avec, évidemment, un contexte historique qui est la destruction des Bouddhas. Qui aussi, qui m'a amené vers les racines de la culture afghane, d'une certaine manière. Et parce que l'Afghanistan, avant d'être envahi par l'islam, était un pays, le nord était zoroastrien, le centre et le sud, c'était bouddhiste. Donc, il y avait cette culture-là. Et puis, malgré nous, il y a quelque chose de ce bouddhisme qui est toujours là. Et nous, on n'en est pas trop conscients. Donc, c'était ça aussi, donc, voir un peu
notamment chez c'est vrai que le concept de l'amour chez nous, notamment chez le peuple, vous voyez, là-bas, évidemment, comme un peu partout, c'est un peu kitsch, mais c'est le kitsch qui vient d'une autre culture d'une certaine manière. C'est la même chose qui existe en Inde, la culture, évidemment. Il y a l'amour mystique, il y a l'amour intellectuel, il y a l'amour, qui a évidemment un autre niveau dans sa littérature, mais ensuite, comme ça, ce concept chez le peuple, chez les gens, de temps en temps, ça nous paraît très kitsch. Vous voyez, même comme on voit dans les films de Bollywood, et bien sûr. Et ça, mais derrière ça aussi, il y a quand même, vous voyez, le fond de la pensée bouddhiste aussi. Et voilà, et c'est vrai que je me pose toujours la question, s'il n'y avait pas de littérature, est-ce qu'on aurait vraiment une idée si précise, enfin, précise, je dis précise, cette idée de l'amour telle qu'elle est aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on réponde à cette question ce soir. C'est pas... Dernier livre que vous ayez publié, alors ce livre, il est très lié à l'Afrique, très lié au Rwanda, très lié au cinéma, parce qu'il a été écrit en moment ou juste après le tournage du film Notre-Dame du Nil, d'après le roman de scolastique Mukasonga. C'est un livre très étonnant par son format, déjà un format italien. Oui. Ça ressemble, quand on le feuillette comme ça rapidement, à de la poésie, parce que c'est présenté par phrases très courtes, presque des vers. Il y a des dessins dans ce livre. Il y est question beaucoup de contes. Et il est question du continent africain et singulièrement du Rwanda. L'Afrique et vous, c'est une histoire récente. Votre première fois en Afrique, c'est quand? C'est le Rwanda, d'autres pays? Oui, en Afrique centrale, oui. Bon, évidemment, en Afrique du Nord, j'ai beaucoup voyagé. L'Afrique subsaharienne. Et même l'Afrique du Sud, oui, j'ai voyagé. Mais je ne connaissais pas. Et comme toujours, j'aime bien voyager quelque part avec un projet, avec une idée précise. Donc, je cherchais évidemment un prétexte, pas un prétexte, mais enfin voilà, un motif, c'est important pour me rendre en Afrique et connaître ce continent. D'autant plus parce que vous savez, pourquoi alors Rwanda? C'était en 94, justement, le génocide rwandais. Cette date coïncidait avec deux autres guerres civiles dans le monde, qui était la guerre civile en Afghanistan et la guerre civile en Yougoslavie. Donc à l'époque, à chaque fois qu'on allumait la radio ou la télé, on voyait que des images dans ces trois pays-là. J'étais très, très marqué par ça. D'autant plus parce que l'Afghanistan, évidemment, c'était à cette époque-là, en 1994, que j'étais en deuil de mon frère qui a été tué pendant la guerre civile. Donc, évidemment, j'étais très, très touché. C'est resté. Et je voulais me rendre au Rwanda, chercher. Et ce projet m'a été, quand on m'avait proposé ce projet-là, évidemment, sans aucune hésitation, j'ai accepté. Et je suis allé la première fois, c'était en 2017, pour rencontrer les Rwandais, pour rencontrer évidemment le Rwanda et voir s'il se passait quelque chose entre Rwanda et moi. Et je vais vous voyez en effet ce peuple, leur passé et leur histoire, et me parler beaucoup. Et puis, je voulais travailler sur le thème de génocide. Ensuite, j'ai adapté, je suis retourné au pays et je suis resté en gros presque 6 mois, dont 3 mois tout seul, pour voyager, pour rencontrer les Rwandais. Et c'était une rencontre, oui. Après l'Inde, c'est le deuxième pays qui m'avait beaucoup, beaucoup influencé, donc sur le plan, évidemment,
Quand vous écrivez ce livre, il y a eu beaucoup de témoignages sur le Rwanda, d'observateurs venus de l'extérieur, africains ou non africains, en France, Jean Hartzfeld par exemple, mais beaucoup d'autres ont écrit des livres qui sont fondamentaux par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda. Vous, votre approche, ça n'est pas... il n'y a pas de description de l'horreur, ou il n'y a pas de témoignage brut, mais vous passez par la culture, une fois encore, vous passez par le conte, vous allez chercher des personnages qui sont... Justement. Vous voyez, parce qu'il y a eu tant de livres importants, tant de réflexions très importantes sur Rwanda, des livres magnifiques, qui expliquaient très très bien ce qui s'était passé. Donc c'est fait. Donc, oui, c'est fait, évidemment, je pourrais apporter mon propre regard et tout ça, mais je ne voyais pas l'intérêt, je vous avoue. Je suis pas historien, je ne suis pas journaliste, vous voyez, je ne suis pas anthropologue, donc je ne me permettais pas, vous voyez, ou sinon il fallait vraiment entrer dans une recherche incroyable. Et deuxième chose, je vous avoue que oui, ce qui m'intéresse énormément, c'est l'imaginaire d'un peuple. Oui. Et c'est ça. Donc, sa culture, sa langue, son imaginaire. Et par ce biais-là que je voulais découvrir Rwanda et le peuple rwandais et leur histoire. Et c'est pourquoi, vous voyez, quand j'étais là-bas, dans la journée, j'écrivais, je rencontrais évidemment mes collègues, les techniciens, je donnais des cours à mes jeunes comédiennes, parce que j'avais créé un atelier pour ces 20 filles. Et je sortais le soir. J'allais dans des cabarets et dans des bars nuit, et c'est là, évidemment, qu'on rencontre un peuple. Et notamment, parce que au Rwanda, vous voyez, c'est encore cette génération qui était impliquée, ou qui vivait à l'époque du génocide, ils sont là encore, ils sont vivants. Donc, rencontrer cette génération, pour moi, était très, très importante. C'est pas pour recueillir le témoignage, etc., justement pour pouvoir voir, justement, cette horreur, la présence de cette horreur dans leur imaginaire. Et le livre L'invité du miroir parle pas de génocide, mais 10 ans après le génocide, le moment où le procès des génocidaires était lancé. Et que, évidemment, par leur intelligence, les Rwandais avaient lancé aussi le procès Gacaca, ce que veut dire le procès sur gazon, et qui était une sorte de réunion tribunaux populaire. Et là, j'étais assez frappé par ça, que le peuple même avait lancé ce procès-là. Oui, ils ont fait le deuil. Et là, j'avais rencontré une dame psychologue qui travaillait psychologiquement parlant avec mes jeunes actrices. La première fois quand je l'avais rencontrée, justement, je lui exprimais mon admiration face à ce peuple qui après telle horreur, ça y est, ils peuvent vivre ensemble avec évidemment, avec des blessures, etc. Mais ils essayent, force. Ils ont fait le deuil, ils ont fait le procès, et maintenant, ils essayent de travailler ensemble, etc. Et là, je lui ai dit, mais c'est formidable. Il m'a dit des choses extraordinaires. Il dit, oui. Je lui ai dit que voilà, c'est formidable de tourner la page. Il dit, c'est toujours formidable de tourner la page après une guerre, après une horreur, mais une seule condition, qu'on ait lu la page. Ouais. Si on n'a pas lu la page, ça ne sert à rien de tourner. Et ça me parlait, vous voyez, cette métaphore et cette manière de voir l'histoire, parce que je n'ai pas vécu ça.
Et je n'ai pas vu ça dans mon pays d'origine, en Afghanistan. En Afghanistan, on n'ouvre même pas le livre, l'histoire. On le ferme et on le jette, comme aujourd'hui. Les personnages qui apparaissent, la jeune femme qui dit aux pêcheurs où ils doivent pêcher, ce qu'ils doivent pêcher, l'homme qui surgit des collines, d'où viennent-ils? C'est la culture rwandaise et les contes, c'est votre imaginaire, c'est votre lecture, un imaginaire qui vient de la culture persane. D'où viennent-ils ces personnages qui sont... Un peu, oui, c'est le mélange. Ouais. Un mélange. Bien sûr, enfin, je viens quand même d'une culture dans laquelle le conte a une certaine importance. Et puis au Rwanda aussi. Mais oui, le conte. C'est ça aussi qui vous a intéressé quand même. Absolument. Et ce sont dans les contes qu'on arrive vraiment à voir, à observer l'imaginaire d'un peuple, en effet. Et ça, c'est donc, évidemment, on m'a raconté des contes rwandais, je lisais aussi beaucoup des contes rwandais, ce peuple. Oui, il y a beaucoup de rhétorique persane et française dedans. C'est un mélange de ces trois cultures que j'ai vécu. En lisant votre livre, il y a des phrases, il y a des moments, il y a des instants. J'en cite un. Vous dites un moment, la femme qui marche au long de la rive n'a pas d'ombre. Bon. Et puis la phrase est coupée en deux. Donc il y a un certain rythme. Elle n'a pas d'ombre. Pour moi, elle a une ombre. C'est Marguerite Duras. C'est la mendiante du Grange. C'est vrai, ça, ouais. C'est India Song. On est dans le même, ces voix qu'on entend, les pleurs qui sont au-delà. Vous avez pensé à ça, vous avez... Je crois que pas, parce que comme j'avais, quand je faisais mes études cinématographiques, évidemment, j'ai vu, je sais pas, une centaine de fois ce film, India Song. Et puis j'ai lu le livre aussi. Il était forcément quelque part dans mes... Avec vous au fond de moi, forcément. Vous voyez, c'est Borges qui disait une chose extraordinaire. Il dit tous les livres sont de plagiat de premier livre que personne n'a lu. Donc oui, forcément, on est fait quand on écrit, évidemment, on écrit dans l'histoire de la littérature. Alors, un mot sur l'histoire de la littérature. Justement, vous avez adapté un roman, Notre-Dame du Nil. Vous avez parlé des actrices, des jeunes filles, des cours que vous leur donniez à ces actrices. Parce que Notre-Dame du Nil, c'est un collège, un lycée. Donc, on parle d'une institution catholique, d'ailleurs. Et ce livre pourrait aussi s'appeler Chronique d'un génocide annoncé. Oui. Parce que on sent les germes de ce qui va arriver. Et vous les nommez d'une certaine façon dans votre film et dans le livre de Scholastique Mukasonga, ils sont là aussi. Les ingrédients du conflit sont là. C'est la religion, c'est l'Église catholique en l'occurrence, c'est la colonisation, allemande et belge en l'occurrence, et c'est la politique locale. Absolument. Et ça, c'est les trois ingrédients. C'est trois. Et ce qui me, en effet, poussé pour faire aussi ce film-là, c'est justement voir les prémices d'un génocide, d'où ce que ça vient, et à quel moment la haine naît. Ça, c'est... Oui, on parlait tout à l'heure de l'amour. L'amour a sa littérature, ses études scientifiques, ethnologique, tout ce qu'on veut, hein, ça y est, hein. On essaye de connaître ça. Mais il y a très peu de livres sur la haine. Comment naît une haine? Tout simplement parce que l'amour a besoin d'être exprimé. La haine, on la cache. Donc, c'est très difficile de voir quand est-ce que la haine naît. Et pour moi, c'était un peu ça.
Donc, dans ce livre, c'est la dimension cachée que je devais mettre en scène, mettre en image. J'ai dit justement la naissance de la haine. Vous voyez, c'est la différence entre les Hutus et les Tutsis n'était pas une différence ethnique au départ, c'était juste une différence sociale. Même religion, même langue. Même langue, même religion, même pays, etc. Depuis des siècles. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est là quand la religion vient. Et puis, quand la colonialisation qui vient le présenter justement, enfin représenté ici dans mon film par Pascal Guérigori, qui joue le rôle de colon. Et lui, par exemple, il vient pour privilégier une couche sociale au déprimant de l'autre. Ainsi, on crée une sorte de haine chez l'autre. Et voilà. C'est là, c'est ça qui m'intéressait, justement, voir comment la haine se développe sous la peau par le colonialisme, par la religion et par la politique. L'autre aspect qui vous a intéressé, vous l'avez quasi nommé tout à l'heure en disant le Rwanda, avec tous les guillemets et toute la prudence qu'il faut, c'est sorti de l'après-génocide beaucoup mieux que dans bien des lieux, en particulier chez vous, en Afghanistan. Ça pourrait être un modèle? Vous imaginez que l'Afghanistan lise la page avant de la tourner? Ah oui, oui. Même à une époque, à ce moment-là, je pensais faire venir quelques parlementaires afghans au Rwanda pour qu'ils voient en effet ce que c'est que faire le deuil du passé, ce que c'est que la lecture de cette page qu'on aimerait bien tourner. Oui. Oui, on pourrait, si l'Afghanistan aussi, dans ce pays-là, on pourrait faire ce deuil, le procès des criminels. Le problème, c'est que, comme j'explique dans Moudiswa Dostoïevski, qui peut juger les criminels de guerre dans ce pays-là? Parce que celui qui juge, lui-même, est un criminel de guerre. Donc, une justice internationale. Absolument. Absolument. Ou la justice populaire, comme Gachacha au Rwanda. Et nous, on a une structure traditionnelle, tribale, qui s'appelle l'Oyejerga. Vous voyez, à chaque fois quand dans les villages, il y a un problème, etc., on fait venir, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette institution populaire est complètement manipulée par les seigneurs de guerre, par les seigneurs, par justement les hommes politiques corrompus, etc. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement, aujourd'hui. Encore juste quelques questions rapidement. Vous et l'Afghanistan aujourd'hui, à un moment, vous êtes rentré dans le pays, vous l'avez dit, après une certaine absence, en 2002, vous avez pu rentrer dans le pays, vous y avez travaillé, vous y avez vécu partiellement, mais assez longuement. Aujourd'hui, qu'en est-il? Quels liens sont possibles? Vos œuvres, par exemple, elles existent? Oui. Mes livres, même écrits en français, sont traduits en persan. Ouais. Là, d'ailleurs, le porteur d'eau, c'est en train d'être publié en Iran. Voilà. Bon, avec quelques petits passages censurés, bien sûr, mais je suis très content quand même que ce livre, voilà, existe dans ma langue, etc. Mais oui, je vous avoue que depuis 5 ans, je ne suis pas allé en Afghanistan. C'est la dernière fois que j'étais là-bas, j'étais très déçu parce que comme j'étais menacé, je ne pouvais pas sortir librement, je devais toujours me balader avec 2 gardes du corps dans une voiture blindée, etc. Et là, c'était non. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'étais né dans un pays que je porte toujours en moi,
Mais la situation politique est de sorte que non, je ne peux pas vivre maintenant ou je ne peux pas travailler là-bas. Et puis, voilà, j'ai passé plus mon temps maintenant en dehors de l'Afghanistan. Vous voyez? Je suis maintenant, ouais, français, ouais, français, d'origine afghane. À chaque fois, je dis ça. Je dis, je suis né, j'ai l'impression que je suis né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné en France. Voilà. Ça me console un peu. Ça recoupe une des questions qui a été posée par Internet, par personnes qui ont suivi. Vous êtes optimiste pour la suite de votre pays? Pessimiste? Vous regardez ça avec quels yeux? Ah non, en ce qui concerne l'Afghanistan, non, pour l'instant, je suis très, très pessimiste. Très, très pessimiste parce que, vous voyez, on a fait 20 ans de guerre pour chasser les talibans et maintenant on fait tout pour les ramener. Donc, ça veut dire que rien n'a bougé. Donc, on est au point de départ. Et quel point de départ? Est-ce que c'est la royauté? Est-ce que c'est la République? Est-ce que c'est... Non, avec, vous voyez, ça a commencé la destruction de Bouddha avec le début du 21e siècle. Donc, vous voyez. Donc, il y a dans la région une politique qui n'aime guère, voilà, une civilisation ancienne, qui n'aime pas ses racines. Et puis, dans la région aussi, vous voyez, cette guerre qui est là, c'est une guerre entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Israël. C'est une guerre aussi entre la Chine et l'Inde, entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Occident et la Russie. Donc, vous voyez, c'est une guerre déplacée qui est là. Donc, cet État d'Afghanistan ne dépend que de l'État du monde. Si tout va bien dans le monde, il n'y a aucune raison qu'il y ait mal en Afghanistan. Une question qui est posée par Mounira qui est au Liban, juste très, très rapidement. Elle dit, encore un pays que j'adore et qui a le même destin que mon pays, malheureusement. Elle vous dit l'image de l'Afghanistan que j'ai est forgée par les médias. Pensez-vous que j'ai une bonne image de l'Afghanistan? Bonne image ou mauvaise image? Une bonne, une mauvaise. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est réelle? Dans le sens pas bonne ou mauvaise. Oui, mais malheureusement, si. Bon, à côté, évidemment, il y a des jeunes, et il y a des femmes qui se battent pour changer les choses. Il y a une vie, il y a beaucoup de gens que je vois, avec qui je travaille, même aujourd'hui. Et là, on vient justement de lancer un atelier d'écriture de scénario pour les jeunes Afghans. Par Internet. Par Internet, oui. Donc, on essaie de donner un peu d'espoir à ces jeunes, mais malheureusement, non. Ça, là-bas, ça va très, très mal. Le retour des talibans est imminent, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ça, on ne sait pas trop. Juste une dernière question. Vous êtes, on l'a vu, homme de lettres et de mots, écrivain. Vous êtes aussi un homme d'image, de cinéma, d'écriture, de calligraphie, de dessin. Quand vous écrivez, vous pensez à l'autre mode d'expression, vous pensez à l'image du cinéma, vous pensez déjà à la scène. Lorsque vous dessinez, vous pensez déjà au poème. Comment ça fonctionne, cet homme que vous êtes, qui tantôt se sert des mots, tantôt se sert de l'image? Comment ça fonctionne? C'est complémentaire immédiatement, ces deux univers? Non, je crois que quand j'écris, vraiment, je suis qu'avec des mots. J'ai du mal à me projeter. Sinon, ça pourrait sentir, je crois. Et
Non, mais par contre, quand une fois j'écris, que c'est fini, oui, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois l'influence du cinéma dans mon écriture et inversement, l'influence de la littérature dans mes films. Mhm. Et pareil, du coup, vous voyez, même je fais des photos, comme dans le retour imaginaire, et puis des dessins dans l'invité du miroir. C'est juste quand j'écris ou quand quand j'ai un blocage, je dessine. Oui. Ou je fais des calligraphies ou de callimorphie qui étaient entre le dessin et la calligraphie. Vous voyez, des trucs comme Comme ça. Apollinaire faisait des Voilà. calligrammes. Oui, j'ai ces calligrammes, et ça, c'est parce que je fais avec des mots, avec quelques lettres plutôt. La forme D'un corps. du corps, et d'ailleurs très charnel, de temps à autre très érotique. Oui, ça aussi, non. Je vous avoue que non, je reste très enfermé dans ce que je fais souvent. Merci beaucoup, Atik Raimi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je voudrais terminer par juste une courte citation qui est quatrième de couverture de votre livre, ce dernier livre, L'invité du miroir. Il faut nommer l'horreur, sinon elle reviendra. Elle reviendra sur le nom qu'elle voudra, sous le masque qui l'enchantera. La soirée de ce soir a été possible grâce à quelques personnes dont je vais citer les noms: Frédéric Jagu, Flore Bénard, Cerise Schwaller, Delphine Le Prince et Magali Rollet, qui étaient à nos côtés. Merci à vous tous, bonne fin de soirée et bonne lecture.